réunis ce soir pour la soutenance de thèse de Jérôme Bossé, qui va nous parler d'un sujet qui devrait intéresser tous les jeunes étudiants, enfin jeunes et moins jeunes étudiants qui sont dans la salle, sur le rapport de profession de chirurgien dentiste en 2012, évolution et conditions d'installation. Donc dans un premier temps, il va nous faire un résumé de son travail, et après on argumentera dessus. Madame la Présidente, Mesdames les membres du jury, j'ai l'honneur de vous présenter dans le cadre de ma thèse les conclusions de ce travail intitulé « La profession de chirurgien dentiste en 2012, évolution et conditions d'installation ». Quel est l'intérêt de faire le point sur notre profession en 2012? D'abord parce qu'il y a eu de nombreuses évolutions ces dernières décennies, que nous allons détailler une par une. De plus, il faut noter une démographie qui devient de plus en plus préoccupante, au même titre que celle des médecins, avec un manque accru d'effectifs. Et pourtant, et là où est l'intérêt de faire le point lorsque nous sommes diplômés sur Nice, la région des Alpes-Maritimes est la mieux densifiée en France, juste après Paris. Une question va devoir se poser, j'ai bon nombre d'étudiants en dernière année sur la faculté de Nice, exercer ici ou partir dans une région plus demandeuse en soins. Afin d'en savoir plus sur les projets professionnels des étudiants en T1, une étude a été réalisée à la faculté de Nice. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons à l'exercice de la profession en France ainsi qu'à l'étranger. Parmi l'ensemble des professions de santé, celle de chirurgien dentiste est la seule dont le nombre réel de praticiens par habitant a diminué. Sur les 10 dernières années, il existe un taux de croissance de 0,1% par an contre des taux de croissance compris entre 2 et 3% pour des professions comme pharmacien, sage-femme ou encore masseur-kinésithérapeute. Si l'on se base maintenant sur les 20 dernières années, on voit que même avant les années 2000, la croissance des effectifs des chirurgiens dentistes était déjà en train de quasiment stagner, avec seulement 0,4% de croissance par an. Face à une population française qui, elle, bénéficie d'une vraie croissance, la densité est donc passée de 70 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants en 1990 à 65 de nos jours. Pourtant, la profession a connu au cours des années 70 une croissance importante des effectifs, avec plus 50% en seulement 10 ans. Elle passe à plus 20% dans les années 80 pour arriver à 4% dans les années 90. Ce ralentissement de la croissance démographique, voire même sa diminution à partir de 2004, est en réalité consécutif à la mise en place d'un numerus clausus ainsi qu'à une réduction drastique du nombre de places ouvertes en deuxième année entre 85 et 95. Une des autres conséquences du numerus clausus est un vieillissement marqué de la profession. En effet, celle-ci a réduit la présence de jeunes générations, ce qui a provoqué à terme une hausse de l'âge moyen des chirurgiens dentistes qui passe de 42 ans en 1990 à 47 ans en 2006. Selon la pyramide des âges, nous pouvons voir que ce vieillissement de la profession va s'accroître avec les années, puisque l'essentiel des chirurgiens dentistes ont un âge qui se situe entre 45 et 59 ans. Ces praticiens vont continuer à vieillir tout en exerçant leur activité, ce qui augmentera encore l'âge moyen de la profession. Concernant la féminisation, cette profession a longtemps mis de côté les femmes au regard de la charge physique de certains actes, voire même de la profession en général. Mais l'apparition de techniques et d'outils modernes permet une réduction de cet obstacle. Les femmes trouvent de plus en plus un véritable attrait pour cette profession, et aujourd'hui, environ la moitié des jeunes étudiants en odontologie sont des femmes. La faculté de Nice ne déroge pas à la règle, puisque sur l'année 2010-2011, toutes promotions confondues, 48% des inscrits en odontologie sont des femmes. Cette féminisation de la profession est continue, actuellement 35% de femmes contre 29% en 1990. Pour autant, elle reste la profession de santé réglementée, la moins féminisée à cause d'une progression un peu plus lente et également plus tardive. En lien avec la féminisation, le salariat réalise une timide percée. De 1990 à 2006, la part des salariés passe de 6,5% à 8,5%. Même si cette part a augmenté, l'exercice de l'odontologie se fait encore essentiellement en cabinet libéral. Sur l'étude réalisée auprès des étudiants en 6e année, pas moins de 98% des étudiants pensent exercer en libéral dans leur choix d'activité. Cependant, une partie non négligeable envisage également la possibilité d'exercer en milieu hospitalier ou salarial. Les femmes restent d'ailleurs plus nombreuses à songer à ces modes d'exercice. En ce qui concerne les salariés, la moitié des praticiens est regroupée dans les centres de santé et les structures de soins et de prévention. Seulement 11% travaillent au sein d'un établissement hospitalier et 2% dans l'enseignement. Les organismes de sécurité sociale, quant à eux, emploient 13% des chirurgiens dentistes salariés. Il faut noter que les femmes sont fortement représentées dans le salariat, avec 58%, alors que, comme nous l'avons vu, elles ne forment qu'un tiers des effectifs dans le secteur libéral. D'autre part, les salariés sont un peu plus nombreux parmi les jeunes.
avec 10% des moins de 40 ans contre 7% des plus de 55 ans. Cela s'explique essentiellement par un choix de carrière personnelle et non pas par une saturation de l'offre libérale. L'investissement financier initial peut aussi expliquer cette tendance. De plus, le contexte économique actuel augmente les demandes des patients en matière de dispense d'avance de frais, ce qui favorise également le développement des centres mutualistes. Une autre évolution est celle du développement des maisons médicalisées. En effet, de 2001 à 2012, les cabinets dentaires individuels sont passés de 25 000 à moins de 20 000, alors que les cabinets de groupe ont eu, eux, une croissance malgré la baisse d'effectifs des chirurgiens dentistes. Cette tendance au regroupement est d'autant plus marquée si l'on s'intéresse à l'exercice en société, qui est par définition un exercice en groupe, puisque toujours en l'espace de 10 ans, il est passé de 850 praticiens à 4800 pour 2011. À l'avenir, cette tendance ne pourra que s'accentuer, puisque devant la complexité et l'augmentation des normes à respecter, face à l'évolution du plateau technique, le choix du regroupement est une des réponses à l'évolution de notre profession. Intéressons-nous maintenant à la répartition des quelques 40 000 chirurgiens dentistes sur l'ensemble du territoire. Elle est pour le moins inégale, puisque la densité peut passer du simple au double en fonction des régions. Cependant, il existe un grand axe démographique qui permet de découper la France schématiquement en deux zones, avec d'un côté les régions correctement densifiées et d'un autre les régions souffrant d'un manque de chirurgiens dentistes. Tracer l'axe Bordeaux-Lyon revient à séparer les régions du Sud, avec des densités moyennes de 71 à 90 praticiens pour 100 000 habitants, face aux régions du Nord, sous-dotées, où la densité professionnelle se situe entre 40 et 70, exception faite de la région Île-de-France et Alsace-Lorraine. En fin d'année 2006, parmi les régions les mieux dotées, on note la PACA qui est en tête avec 89 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, la Corse avec 82, ainsi que la région Midi-Pyrénées avec une densité de 77. Au bas de l'échelle se trouvent la Haute et Basse Normandie et la Picardie avec des densités moyennes qui oscillent autour des 40, ainsi que les DOM-TOM qui ferment la marche avec 37 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants. Au niveau départemental, la densité ne varie plus du simple au double, mais est multipliée par 4 entre le département le mieux doté, qui est Paris, et les moins bien pourvus comme la Creuse, l'Orne, la Somme ou les départements d'outre-mer. Les Alpes-Maritimes, quant à elles, se situent juste après Paris, avec une densité de 114 en 2011. Elles font partie avec la Corse du Sud des 3 départements dépassant les 100 praticiens pour 100 000 habitants. D'une manière maintenant plus fine au niveau géographique, 2 facteurs interviennent dans les variations de densité. D'une part, la taille de l'unité urbaine et d'autre part, le type de commune. En effet, la densité augmente avec la taille de la commune. En ce qui concerne les communes rurales, la densité est extrêmement faible, seulement 20 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants. Cela vient en partie du fait que bon nombre de ces communes en sont simplement dépourvues. La densité passe rapidement à 80 lorsque la commune dépasse 5 000 habitants, et cette densité augmente à 90 dans les communes qui dépassent 200 000 habitants. Si l'on analyse maintenant cette démographie, on voit qu'il existe une corrélation entre la densité des chirurgiens dentistes et leurs revenus libéraux moyens. L'adresse a publié une carte régionale mettant en évidence les variations de revenus des chirurgiens dentistes. Il est possible, en traçant un axe démographique Bordeaux-Lyon, d'opposer les régions au nord avec des revenus supérieurs à la moyenne nationale, aux régions du sud avec cette fois-ci des revenus inférieurs à cette moyenne. En réalité, plus la densité de praticiens est faible, plus les revenus sont élevés. L'écart atteint tout de même 50% en moyenne entre un chirurgien dentiste exerçant dans le Nord-Pas-de-Calais et un autre exerçant en PACA. À cela s'ajoute au niveau local une réticence face aux zones urbaines difficiles, ainsi qu'une attraction des villes. En effet, ces villes donnent une proximité des entreprises pour le conjoint, ainsi que l'ensemble des services et loisirs pour la famille. Il faut ajouter aussi le fait que de nombreux actes modernes ne sont pas pris en charge par les régimes d'assurance maladie et sont donc réservés aux patients les plus aisés. Cela décourage les chirurgiens dentistes à s'installer dans des communes rurales et les milieux modestes. Enfin, il faut signaler que les praticiens préfèrent s'installer près d'un pôle universitaire, ce qui favorise les départements qui possèdent un CHU. L'adresse, en 2007, a publié un scénario prospectif qui dessine les évolutions démographiques à l'horizon 2030. Cette étude se base sur l'hypothèse de comportement inchangé, que ce soit en matière de formation, d'entrée dans la vie active, de flux migratoires et enfin de cessation d'activité. En partant du principe où le numerus clausus est maintenu à 977 places, la densité des chirurgiens dentistes en France pourrait descendre à 40 en 2030. Les entrées dans la vie active des futurs praticiens devraient s'accroître, mais resteraient inférieures aux cessations d'activité, qui restent toujours plus nombreuses. Par conséquent, la différence entre les entrées et les sorties se creuserait jusqu'en 2020, date à laquelle le nombre de sorties d'activité atteindrait un maximum de 1650 par an. La France passerait de 40 000 chirurgiens dentistes
à 27 000, soit un repli des effectifs d'un tiers. En ce qui concerne la période 2030-2050, la réduction des effectifs devrait s'atténuer et se maintenir autour des 37 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants. D'autre part, l'âge de la profession devrait suivre la tendance actuelle, c'est-à-dire un vieillissement, au moins jusqu'en 2015, puis se stabiliser à 49 ans jusqu'en 2020. On peut voir sur le graphique que nous avons déjà quasiment atteint les 49 ans en 2011. À savoir que les chirurgiens-dentistes sont en dehors des médecins, les professionnels de santé dont l'âge moyen est le plus élevé, et cela va se poursuivre sur plusieurs décennies à comportement inchangé. Maintenant que nous avons vu les prévisions démographiques à comportement inchangé, nous allons voir les facteurs qui peuvent influencer sur ces prévisions, et notamment la réforme des retraites, les évolutions du numerus clausus, ainsi que la libre circulation des chirurgiens-dentistes dans la communauté européenne. En 2010, comme nous le savons, le gouvernement a publié une loi portant sur la réforme des retraites. La mesure phare est le passage progressif de l'âge minimal au départ en retraite de 60 à 62 ans en 2017. Les cumuls emploi-retraite ont également été réformés. Il est possible maintenant d'en bénéficier sans cesser son activité libérale et sans aucune restriction ni plafond de revenus. En réalité, tout a été mis en œuvre dans le but de retarder le départ en retraite des actifs et favoriser leur maintien d'activité. Cela va avoir deux conséquences pour les chirurgiens-dentistes. Tout d'abord, une légère amélioration de la densité, ou du moins un ralentissement de sa décroissance, et d'autre part, un vieillissement encore plus marqué de la profession. Selon l'adresse, de nos jours, il y a 1,8 cotisants pour un retraité. En 2050, ce nombre passera à 1,2. Les retraites seront donc amenées à être de nouvelles fois réformées. Concernant l'évolution du numerus clausus, il est fixé chaque année par arrêté du ministère de l'Éducation ainsi que le ministère de la Santé. Au départ fixé à 1938 postes, il a été réduit d'une centaine de places chaque année pendant 6 ans, puis plus modérément jusqu'en 1992 pour atteindre 800 places. Resté inchangé jusqu'en 2002, il a ensuite été décidé un rehaussement de celui-ci progressif. Mais cette mesure reste insuffisante puisqu'il manquera toujours 500 postes par an jusqu'en 2020 si ce numerus clausus n'augmente pas de façon conséquente. En 2007, on note 1300 sorties d'activité pour 800 entrées. En 2020, on en prévoit 1650 pour 1150 entrées. Il est en fait le numerus clausus de 2011, puisqu'il faut 6 ans à ce numerus clausus pour qu'il fasse effet sur les effectifs. L'adresse en 2007 a étudié l'impact jusqu'en 2050 de variation de numerus clausus. Le principe a été la conservation de l'ensemble des facteurs en modifiant uniquement le nombre de places en odontologie sur la base des 977 places en 2006. Il a été conclu que le relèvement à 1100 étudiants permettrait d'atténuer la très forte baisse de densité prévue entre 2015 et 2030. Mais la densité serait encore de 35% inférieure à celle de 2006. Aujourd'hui, ce relèvement a déjà été effectué par le ministère. D'autre part, un relèvement de 1200 ou 1500 étudiants permettrait d'obtenir des densités de chirurgiens-dentistes de respectueusement 45 et 51 praticiens pour 100 000 habitants en 2030, au lieu des 40 prévus à comportement inchangé. En réalité, l'augmentation du numerus clausus n'a pas un impact suffisant pour pallier les baisses de densité. Cela ne peut que les atténuer. Pour maintenir la densité à 65, le numerus clausus devrait subir une augmentation immédiate à 3000 places, ce qui est tout simplement impossible face aux capacités matérielles et humaines existantes. Depuis 2005, les institutions européennes ont mis en place des règles facilitant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre les États membres. De nos jours, chaque diplômé d'un pays membre de l'Union européenne peut donc prétendre à un exercice en France. Cette immigration professionnelle concerne en premier lieu les pays frontaliers, puisque les diplômés de Belgique forment la majeure partie des praticiens diplômés européens exerçant en France. Cette mobilité franco-belge trouve aussi son origine de par le nombre important d'étudiants français qui ont détourné depuis de nombreuses années le numerus clausus. Cependant, face à une saturation des universités belges, des étudiants excédentaires sont contraints de se tourner vers les pays de l'Est qui eux aussi ne pratiquent pas ce numerus clausus. Il est donc important de prendre en compte cette délocalisation de la formation professionnelle, puisque le Conseil de l'Ordre estime que cela peut résoudre certains déséquilibres au niveau des ressources humaines. Il est également important de prendre en compte, lors de projections démographiques, le comportement des patients ainsi que leurs besoins de santé pour assurer un équilibre entre l'offre et la demande. En France, l'état de santé bucco-dentaire s'est considérablement amélioré, grâce notamment aux campagnes de prévention ainsi qu'à l'utilisation généralisée de fluor. Le nombre de dents cariées absentes ou obturées est passé de 4,2 en 1987 à 1,94 en 1998, ce qui a dépassé les espérances de l'OMS en la matière. Malgré cette impressionnante baisse,
des inégalités sociales persistent. Face à l'émergence de nouveaux besoins, ainsi qu'à la baisse prévue des effectifs de chirurgiens-dentistes, une réflexion doit être envisagée dans le but de déléguer une partie des tâches réalisées par les praticiens. Dans de nombreux pays comme le Canada, la Suisse ou les pays scandinaves, la profession d'hygiéniste est entrée dans les mœurs. Cette profession fait partie intégrante de l'équipe de soins et seconde le dentiste dans l'enseignement du brossage, l'emploi du fil dentaire et quelques soins les plus courants. Cependant, il reste inconnu en France et ne fait même pas partie des réflexions entreprises par le gouvernement pour solutionner les carences en offre de soins. En revanche, à l'opposé, les actes complexes de chirurgie orale peuvent être aujourd'hui délégués à des professions spécialisées comme les stomatologues et les chirurgiens maxillofaciaux. Nous allons voir maintenant quelles sont les mesures mises en place pour faire face à ces carences démographiques. Tout d'abord, il faut différencier les 4 zones définies par les missions régionales de santé. Nous avons les zones déficitaires qui se caractérisent par une densité faible de praticiens et des départs en retraite potentiels non remplacés. Les zones à risque qui sont en fait les zones déficitaires ajoutées aux zones qui se situent un peu au-dessus des seuils. Les zones de revitalisation rurale, ce sont des zones avec une faible densité d'habitants et qui enregistrent une perte de population active totale ou encore agricole. Pour les Alpes-Maritimes, on peut citer par exemple les communes d'Isola, de Puget-Théniers, Saint-Étienne-du-Tinée. Et enfin, les zones de revitalisation urbaine, qui sont les quartiers urbains en difficulté économique et sociale. Ils sont nombreux sur Nice, comme le quartier Saint-Charles, l'Ariane, Trachel ou encore Saint-Augustin. La première mise en place est celle d'un tutorat. En effet, le Conseil de l'Ordre est favorable à la mise en place d'un stage actif renforcé. Le principe serait que chaque étudiant, suite à sa 6e année ou à l'obtention de sa thèse, partirait effectuer ce stage chez un praticien installé dans une zone déficitaire, et ce durant 1 année. Ce stage permettrait aux jeunes diplômés de faire une découverte réellement approfondie de l'exercice en libéral. Il permettrait aussi de renforcer l'offre de soins dans les régions sous-dotées. L'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire, en 2010, a pris parti en faveur de ce projet. D'autre part, il existe d'ores et déjà des indemnités d'études et de projets professionnels pour les étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire, à condition qu'ils s'engagent à exercer au moins 5 ans dans une zone déficitaire. Ensuite, plusieurs exonérations fiscales ont été mises en place dans le cadre d'une création de cabinet dans une zone de revitalisation rurale et pour toute profession libérale. Il existe une exonération d'impôt sur le revenu total durant les 5 premières années d'exercice, puis dégressive pendant 3 ans. Depuis 2011, cette exonération s'applique également aux reprises de cabinet et il n'y a aucun plafond d'exonération. Il est possible de prétendre également, après délibération des collectivités territoriales, à une exonération des cotisations foncières des entreprises, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes foncières pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. Il existe aussi une exonération de taxes foncières, de taxes professionnelles, pour une durée comprise également entre 2 et 5 ans, et ce lors de création d'un cabinet dans une ZRR ou dans une commune de moins de 2000 habitants. Ensuite, il existe des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, lors de l'embauche d'un salarié si le cabinet est installé en ZRR ou ZRU. L'exonération est partielle, elle est donnée pour une durée de 12 mois. Depuis 2010, l'État participe également au financement de 250 maisons de santé rurales, avec une enveloppe de 50 000 € par maison médicalisée, pour son ingénierie et son fonctionnement. Enfin, l'ancienne ministre de la Santé, Elisabeth Hubert, lors de son rapport de 2011 sur l'exercice libéral, met en avant des propositions concernant les zones déficitaires, telles que des prêts à taux zéro, des dispositifs de crédit-bail, ou encore l'institution d'un fonds de garantie d'investissement. Tout ceci viendrait s'ajouter aux avantages fiscaux déjà en place. Le Conseil de l'Ordre estime quant à lui qu'il est nécessaire de renforcer la promotion de la santé, la prévention des maladies, mais aussi la capacité de dépistage. Il rappelle que la plupart des pays européens qui ont mis en place une politique active de prévention présentent aujourd'hui une bonne santé bucco-dentaire en se basant sur l'indice CAOD des enfants de moins de 12 ans. En France, des moyens importants sont mis en œuvre puisque des nouvelles campagnes de prévention ont vu le jour avec les films de prévention MTDAN, la campagne radio, ainsi qu'un dispositif Internet. Dans le cadre de cette thèse d'exercice, une étude a donc été réalisée sur les étudiants en 6e année à la faculté de Nice. Outre le fait que 98% des étudiants envisagent un exercice libéral lors de leur entrée dans la vie professionnelle, dont 83 qui n'envisagent que ce mode d'exercice, il leur a été demandé de choisir le lieu où ils souhaiteraient exercer. Plusieurs réponses pouvaient être cochées. Un étudiant sur 4 souhaite exercer dans la ville de Nice, à la fin de ses études en dépit d'une offre de soins déjà saturée, avec plus de 120 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants, soit près de 2 fois la moyenne nationale. En revanche, la moitié des étudiants qui choisissent Nice cochent également une autre réponse.
Au total, 60% des étudiants souhaitent rester dans les Alpes-Maritimes, département le mieux densifié de France. Et enfin, au niveau régional, 72% des étudiants envisagent de rester en PACA, qui est également la région la mieux densifiée. Au total, seulement 25% d'entre eux envisagent la possibilité de changer de région ou de pays. Cependant, à la question « Serais-tu prêt à partir dans une région avec une faible densité de chirurgiens-dentistes en échange d'une exonération d'impôt durant 5 ans et des facilités d'installation » 35% des étudiants répondent oui. L'impact des mesures mises en place par le gouvernement semble donc avoir un effet réel sur la motivation des étudiants à changer de région. Il est également intéressant de connaître les raisons pour lesquelles 65% ont répondu non à cette question. Plusieurs réponses pouvaient également être cochées. La qualité de vie offerte par la Côte d'Azur y est considérablement présente, puisqu'elle suit de très près les raisons familiales ou personnelles qui sont sans surprise les plus mentionnées. Intéressons donc enfin à la validité du diplôme de chirurgien-dentiste ainsi qu'aux démarches qui doivent être réalisées avant d'exercer cette profession. Depuis le 12 septembre 2011, le répertoire partagé des professionnels de santé est opérationnel pour les chirurgiens-dentistes après l'avoir été pour les pharmaciens et les sages-femmes. Cette procédure de simplification administrative a de nombreuses conséquences. Tout d'abord, le numéro ADI qui permet l'identification des professionnels de santé auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sera remplacé par un numéro RPPS. De plus, les chirurgiens-dentistes n'ont plus à s'adresser à la DAS ou à la CPRL pour toute installation ou enregistrement du diplôme. Et enfin, l'ensemble des pièces justificatives pour l'inscription au tableau et l'enregistrement du diplôme ou pour toute modification de l'activité du praticien sont transmises directement et uniquement à l'ordre, que l'exercice soit libéral, salarié ou universitaire. Il ne reste plus qu'aux futurs praticiens, en dehors du conseil de l'ordre, de réaliser son inscription à l'URSSAF, de s'assurer d'être couvert par une responsabilité civile professionnelle, de demander son inscription à la carte Chinan dans le mois qui suit son début d'exercice, et enfin de prendre contact avec son centre d'imposition dont il dépend. Lors de l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste, il est également possible d'envisager un exercice à l'étranger. Tout d'abord, au sein de l'Union européenne, où on l'a vu, un système commun de reconnaissance des diplômes a été mis en place. Le chirurgien-dentiste français peut alors exercer et s'installer dans chacun des pays membres sans avoir besoin de passer des preuves nationales supplémentaires. Quelques exigences peuvent toutefois être demandées par le pays accueillant, comme par exemple une pratique correcte de la langue nationale. D'une manière générale, il faut s'adresser directement au Conseil de l'ordre national du pays en question ou son équivalent. En dehors des États membres de l'Union européenne, d'autres accords ont vu le jour, à commencer par la Suisse, où il existe une reconnaissance automatique du diplôme de chirurgien-dentiste. Cependant, même si le diplôme est reconnu, il faut également obtenir une autorisation d'exercer et de résider délivrée par les cantons. Ils peuvent refuser une demande si un Suisse est disponible pour le poste convoité ou si les contingents étrangers sont déjà remplis. Plus récemment, il existe une équivalence entre la France et le Québec. En effet, depuis novembre 2011, l'arrangement officiel de reconnaissance mutuelle a adopté son volet odontologie. Depuis, cet accord facilite et accélère les démarches et procédures. Un omnipraticien français désireux de s'établir au Québec peut s'y installer à condition toutefois de réaliser un stage d'une durée de 6 mois qui a pour vocation principale de permettre aux praticiens la découverte et l'adoption de ce que les Québécois appellent la médecine dentaire. En effet, au Québec, pas moins de 10 spécialités sont reconnues, sans compter la présence d'hygiénistes. Il faut donc s'adapter à une organisation de travail radicalement différente. En dehors des États membres de l'Union européenne, de la Suisse et du Canada, aucun accord n'a été signé par la France en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes. En revanche, selon la destination choisie, des passerelles peuvent exister, comme par exemple aux États-Unis, où la réussite du National Board ainsi que du TOEFL permet aux praticiens admis d'accéder directement en 3e année sur 4 années d'études. En revanche, et cela peu importe le lieu choisi, un étudiant en odontologie ou un chirurgien-dentiste diplômé sans aucune équivalence peut tout de même exercer sous la responsabilité d'un chef de clinique au sein d'un centre hospitalier. C'est le principe des échanges Erasmus de formation post-grade. La profession de chirurgien-dentiste a donc réellement évolué ces dernières années. Pour preuve, un sondage IFOP qui la classe comme 3e profession préférée des Français. Aujourd'hui, elle se caractérise comme une profession moderne, tant sur le plan technique que culturel, avec une féminisation affirmée et épanouie, ainsi qu'une technologie qui ne cesse de se développer. Face à tout cela, il faut tout de même noter une profession qui est vieillissante, subissant le plus souvent son rôle de chef d'entreprise, face à des exigences toujours plus poussées des autorités. Une profession qui s'intéresse de plus en plus à un exercice salarié, afin de mettre en avant le cœur de son métier et de déléguer l'aspect administratif et commercial. Les praticiens se heurtent également à une nomenclature obsolète et il existe un vrai problème de répartition démographique.
L'État œuvre en faveur d'une équilibration de cette offre de soins avec des mesures incitatives intéressantes dont il est important de connaître l'existence. La qualité de vie offerte par la Côte d'Azur, sensible pour beaucoup d'étudiants, devra de plus en plus faire le poids face aux avantages professionnels d'un exercice en zone de revitalisation. Cependant, pour ceux qui choisiraient de rester, la mise en place du numerus clausus en 1971 est responsable aujourd'hui de nombreux départs en retraite non remplacés et qui donneront à l'avenir des opportunités intéressantes, même sur la Côte d'Azur. En revanche, les départements sous-notés risquent, eux, de se retrouver dans des situations encore plus préoccupantes. Malgré une amélioration marquée de l'état de santé bucco-dentaire en France, la profession du chirurgien dentiste reste donc une profession d'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé très clair, malgré la quantité de chiffres incroyables. Donc vous l'avez compris, il faut tous vous installer dans le Nord, enfin on va discuter de ça. Donc le jury là est à 100% féminin, ça n'est donc pas très représentatif de la population, mais c'est ainsi. Donc je vais donner successivement la parole aux différents membres de ce jury. Tout d'abord, je vais donner la parole au docteur Marilène Orlanducci, qui a un exercice très particulier qui en fait suggère beaucoup d'admiration, dans la mesure où elle prend en charge des patients qui sont, je pense, très difficiles à prendre en charge. C'est un exercice qu'elle ne pourrait faire qu'à l'hôpital, et je pense que pour ça, beaucoup de personnes doivent la respecter. En plus, c'est un très bon exemple, et c'est un moment où elle a travaillé dans l'arrière-pays, donc elle va sûrement pouvoir dire beaucoup de choses sur ton travail. Merci Madame la Présidente. Alors pour commencer, je voudrais te remercier de m'avoir invité à participer au jury de ta thèse. Cela me fait très plaisir de t'accompagner pour cette dernière épreuve. Et donc le thème que tu as choisi, l'État et l'avenir de la profession, c'est un sujet important. C'est un sujet qui nous concerne tous, hein, pas seulement les jeunes chirurgiens dentistes, mais aussi les futurs retraités dont je fais partie, malheureusement. Et je trouve que la manière dont tu as traité ce sujet est intéressante. Elle permet de répondre, entre autres, aux préoccupations des futurs chirurgiens dentistes, de les guider dans leur choix d'une future installation, que ce soit au niveau du lieu ou du type d'exercice. On se rend compte que ce choix n'est pas facile. On le perçoit d'ailleurs à travers une étude qui a été menée donc, auprès de la population concernée. On constate que la décision de s'installer intervient tardivement, en moyenne 2 ans après la fin des études. Donc on voit bien que cette décision n'est pas facile à prendre, même si bien sûr ce n'est pas la seule explication. Tu as décrit l'état des lieux et les perspectives du métier de chirurgien dentiste avec beaucoup de précision, dans mon sens. C'est riche d'informations pratiques, concrètes, comme les exonérations fiscales, les aides financières possibles, en fonction du lieu et du type d'activité. Jusqu'à la dernière partie qui ressemble à un petit guide d'installation pour jeunes chirurgiens dentistes. Alors, personnellement, je n'étais pas très au courant de la plupart de ces dispositions et je me demandais si les étudiants de 6e année avaient un enseignement sur ces questions. Et si ce n'est pas le cas, peut-être avant de nous quitter définitivement, peut-être que tu pourrais faire une petite synthèse ou un petit résumé d'une partie de ton travail pour en faire profiter les étudiants intéressés. Je ne sais pas ce qu'en pense la responsable du département de santé publique. Donc, je vais aussi évoquer, donc, dans ton travail, tu décris pour l'avenir, en même temps que la baisse du nombre de chirurgiens dentistes, une diminution des besoins en matière de soins dentaires, favorisés par la prévention bucco-dentaire, surtout auprès des enfants. Et j'ai le sentiment que cette diminution ne va pas concerner toutes les tranches d'âge de la même façon, et en particulier les patients âgés, qui sont un peu les oubliés de la prévention bucco-dentaire. Il me semble au contraire, mais ça c'est une impression, hein, que leur besoin va peut-être augmenter avec l'allongement de la durée de la vie, avec aussi le maintien en vie prolongé de
patients en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus assurer leur hygiène bucco-dentaire. Donc je voulais te poser une question, est-ce que dans le cadre de ce travail, tu sais si des études ont montré des prévisions différentes concernant les besoins de soins dentaires des patients âgés? Tu n'as pas trouvé d'études particulières? Jusqu'à 40 ans, c'est le projet sur presque 40 ans, et donc il se base surtout sur les jeunes populations. Ils estiment que les jeunes populations ont un état de santé qui est plus... qui a un très bon état de santé, donc ils se disent que dans 40 ans, ils n'ont pas forcément besoin de soins comme les personnes âgées d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à court terme, peut-être que ça ne se ressent pas encore, mais sûrement à long terme, ça devrait se ressentir. Je voudrais aussi ajouter quelques mots qui te concernent plus personnellement. Donc j'ai eu la chance de partager avec Jérôme des consultations, donc justement de gérodontologie à l'hôpital de Cigné durant sa 6e année, et je crois qu'il était volontaire. Et donc j'ai pu apprécier donc, ses nombreuses qualités, en particulier une efficacité, une grande faculté d'adaptation dans la prise en charge souvent difficile des patients âgés. J'ai découvert un très bon clinicien, très sérieux, très respectueux de ses patients, et très humain. Je vais garder le souvenir d'un étudiant généreux de son temps, toujours prêt à rendre service. Il a fait partie de ces étudiants disponibles qu'on sollicite systématiquement quand on a besoin de gérer une situation d'urgence ou une situation plus délicate pour laquelle on a besoin d'avoir confiance. Donc je voudrais donc te féliciter pour ce travail, pour l'ensemble de ton parcours, et je te souhaite de mettre à profit tes nombreuses qualités dans ta vie personnelle et professionnelle de futur, que je souhaite pleine de bonheur. Et en tout cas, grâce à ce travail, tu as maintenant donc à ta disposition toutes les informations, tous les moyens nécessaires de faire le bon choix. Et donc je te souhaite très bonne chance pour l'avenir. Donc maintenant, je vais donner la parole au docteur Lucie Pécurier qui, elle, va argumenter sur la santé publique, puisqu'en fait, elle est responsable du département depuis 1 an. Et donc, elle va sûrement avoir des choses à dire sur le programme d'enseignement qui n'est pas toujours suivi par les étudiants. Merci, Madame la Présidente. Alors d'abord, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que je ne cherche pas à échapper au paparazzi. Mais je suis malheureusement atteinte d'une vilaine conjonctivite virale que je souhaiterais ne pas refiler. Donc, effectivement, je suis restée un peu confinée derrière mes lunettes noires. Mais a priori, tu vois, je suis en accord avec les chirurgiens dentistes puisqu'ils sont plus attirés par le soleil que par les bottes en caoutchouc. Hein. Donc, voilà, comme ça fait couleur locale. Donc, d'abord, vraiment, excuse-moi, hein, je suis pas très... C'est pas grave, je vais me rattraper autrement. Ensuite, je voudrais te remercier pour le choix du jury que tu as fait. C'est un jury, comme tu disais, comme le président te l'a dit aussi, qui est exclusivement féminin. Donc, quand tu parlais de... Ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'à la fin de ta présentation, tu as parlé d'une féminisation épanouie. Ça m'a beaucoup plu. C'est super, c'est tout à fait en accord aussi, tu vois. Donc, enfin bon, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très heureuse de suivre dans ce jury-là, parce que chacune des personnes qui est là autour de cette table vraiment compte beaucoup pour moi. Donc, je suis très heureuse que tu m'aies permis d'être ici ce soir parmi tous ces gens que j'aime. Ensuite, eh bien, en plus un petit clin d'œil à Hélène, qui est vraiment, on va dire, en pédo, d'accord, mais aussi en santé publique. Hein, donc voilà. Donc c'était notre petit Mourel Gallo. D'abord, j'étais très étonnée, parce que moi, quand je voyais Jérôme, je voyais plutôt introverti, plutôt un peu timide. Mais dis donc, super, hein, la présentation extra, très didactique et tout, très bien, bravo. Courageux aussi, courageux parce que faire le choix d'une thèse en santé publique, c'est quand même pas évident. Et puis de faire aussi, comme tu disais Marie-Hélène tout à l'heure, faire une thèse pas seulement bibliographique, mais aussi avec un questionnaire indépendant. J'ai même à la limite un petit peu, tu vois, un petit reproche, je ne suis pas assez mis en évidence. Ça ne sortait pas assez en évidence dans ton travail, c'est quelque chose d'original, c'est dommage. Ça aurait peut-être mérité d'être encore plus souligné, parce que c'est vrai que c'est un effort particulier et que tout le monde ne le fait pas. Donc c'est très bien. Bien sûr que le fond m'intéresse, bien sûr, puisqu'effectivement,
Oui, l'insertion professionnelle, dis donc Marie-Hélène, je commence à m'inquiéter. Tout à l'heure, tu parlais que tu étais bientôt à la retraite, mais tu sais bien que tu es intervenu dans le programme d'insertion professionnelle, quand même. Donc, oui, il y a des cours d'insertion professionnelle. Bon, mais justement, c'est vrai que parfois, ça manque peut-être un peu de côté pratique. Peut-être qu'il manque quelque chose, et ce sera d'ailleurs l'objet d'une de mes questions tout à l'heure, mais je suis très bavarde, j'ai plein de choses à te dire. J'ai quelques petites remarques aussi. À un moment donné, tu as parlé du CAOD qui a baissé de 4,2 à 1,9. C'est chez les enfants de 12 ans. C'est pas partout, donc c'est quand même particulier. Voilà, enfin, ça c'est. Deux petites choses aussi. Oui, là, c'est pour rebondir aussi un petit peu sur ce que disait Marie-Hélène. Quand on dit que les besoins en soins vont diminuer, ont peut-être diminué en Carie, mais pas ailleurs. Hein. Et effectivement, il y a des populations, en fait, c'est comme, de façon générale en dentaire, hein, de toute manière, on a de grosses inégalités de santé bucco-dentaire et de grosses inégalités d'accès aussi aux soins dentaires. Et ça, c'est un gros problème auquel il faudra qu'on fasse face, de toute manière. Et tu l'as très bien dit, au sein des dernières années, on a vu une évolution avec une féminisation d'accords, mais aussi avec une nature d'actes qui a changé, avec effectivement des actes justement de plus en plus spécifiques. Et ça a conduit aussi à une évolution du mode d'exercice. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus besoin de mutualiser les moyens, donc on a un regroupement, mais justement parce que effectivement c'est bien plus difficile d'avoir un plateau technique efficace, s'il faut un bloc chirurgical, c'est compliqué d'en avoir un quand on est tout seul dans le cabinet. Il y a une spécialisation des pratiques parce qu'effectivement il y a aussi de plus en plus de patients, et Marie-Hélène n'a peut-être pas osé le dire parce qu'effectivement mais elle soigne des patients qui sont particulièrement effectivement difficiles à soigner, ce sont des patients qui sont cancéreux, qui ont vraiment besoin de soins très spécifiques. La prothèse maxillofaciale, c'est très compliqué, c'est compliqué techniquement, c'est compliqué psychologiquement, donc on va avoir des personnes qu'on va prendre en charge qui seront de plus en plus difficiles à prendre en charge, qui demanderont une technicité et une capacité particulière du chirurgien dentiste. Donc on va aller forcément vers une spécialisation. Moi je ne vois pas ça autrement, je pense vraiment qu'on va aller vers une spécialisation. De plus en plus de salariat parce que aussi les jeunes générations ont envie de vivre, ont envie de se garder du temps pour eux et de ne pas bosser comme des malades, comme la génération d'avant aussi qui bossait 50 heures par semaine, ça leur dit pas grand-chose aussi, c'est vrai. Donc on a un risque quand même, là je vais faire un petit peu d'écho de la santé, je suis désolée pour ceux que j'ennuie toutes les semaines, mais bon. Il va y avoir vraiment, en fait, il y a une sorte d'adaptation, parce que, en fait, en anglais, dans la littérature anglo-saxonne, il parle de commodification, c'est en fait une adaptation de l'individu, vraiment une adaptation au marché. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une modification de ce mode d'exercice, parce que, en fait, en France, on a une spécificité au niveau dentaire. On a un paiement à l'acte, on a un paiement direct, on a donc un coût aussi qui devient de plus en plus élevé dans les cabinets. Donc forcément, il va y avoir tendance à une recherche peut-être plus, hein, je vais me sortir avec le gilet pare-balles et le casque blanc, j'avais pas assez des lunettes. Donc il va y avoir tendance à une recherche de rentabilité finalement, peut-être un peu plus, que dans l'accès aux soins ou dans la continuité de soins. Ah, ça a jeté un froid. Mais c'est vrai que ça peut aussi être... ça risque, si tu veux, parce qu'on est un peu écrasé par les charges, par beaucoup de choses. On a un cabinet qui est une entreprise qu'il faut faire tourner. Et on a donc effectivement des actes de plus en plus difficiles à faire. On a aussi, on a beaucoup de paperasse, on a la traçabilité qui se rajoute, etc. Donc vraiment une pression et donc une réaction, forcément. Des dentistes face à ça, qui est normal, hein, mais donc justement, il faudra trouver une solution. Alors, quand tu disais que les pouvoirs publics n'envisagent pas vraiment les hygiénistes, non, ils y pensent. Bon, maintenant, il y a une grosse opposition, forcément, il y a des réticences, mais ils y pensent quand même. Et là, donc, à la fin du trimestre dernier, notre doyen nous a invités, tous ceux qui souhaitaient, à assister aux États généraux de la santé en France. Et on a pu assister donc à des conférences qui concernaient aussi bien les médecins que les dentistes. Et il y a vraiment une incitation au développement de toutes ces professions qu'on dit intermédiaires. D'abord, je suis très heureuse de voir que la santé publique, quand même, suscite des vocations, c'est très bien. Donc, ça veut dire que sans doute, tu estimais qu'il y avait un manque quelque part, qu'il manquait quelque chose, que tu ne te sentais pas tout à fait armé pour commencer cette vie professionnelle, qu'il manquait certaines choses. Est-ce que tu aurais des choses à suggérer pour que justement
justement on améliore l'enseignement, l'insertion professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais rajouter pour qu'on se sente peut-être un peu mieux quand on arrive dans le milieu militaire? Maintenant, ce qui m'a motivé à faire cette thèse, c'est vraiment le fait que quand on sort, on se demande où est-ce qu'on va travailler et pourquoi, dans quelles conditions. Donc c'était surtout ça qui me motivait. Après, j'ai fait une petite deuxième partie sur justement une insertion professionnelle, mais je pense n'avoir rien apporté de nouveau, à part peut-être le répertoire partagé des professionnels de santé, parce que ça vient d'arriver, c'est tout nouveau. Je ne suis même pas sûr que ce soit en place, parce que j'avais considéré de m'inscrire et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment d'actualité. Mais j'ai apporté des actualités, on va dire, mais les bases, je les avais. Donc maintenant, je vais donner la parole à ta directrice de thèse, j'ai toujours tendance à dire les choses masculines, mais à ta directrice de thèse qui t'a donc accompagnée dans ce travail, qui, à la fois, pour ceux qui ne la connaissent pas, travaille en santé publique, on va le dire, officieusement, et officiellement en odontologie pédiatrique. Merci Madame la Présidente. Alors, effectivement, en parlant de santé publique, quand il est venu me demander de diriger sa thèse, j'étais très étonnée, parce qu'au début, je me suis dit, je vais faire de la pédo. J'ai envie de faire de la pédo. C'est la mode en ce moment des thèses sur la odontologie. Je me suis dit, c'est bizarre. La première fois que j'ai rencontré Jérôme, ça remonte donc à la 4e année. Il était en retard à sa réflexion d'odontologie pédiatrique. Il ne savait pas qui j'étais, puisque je venais d'arriver dans le département. Et je me suis fait recevoir comme jamais je me suis fait recevoir. Donc je l'ai renvoyé poliment vers les couloirs en me disant que quand il serait calmé, il reviendrait. Donc ça a été mon premier contact avec lui. Et c'est vrai qu'au départ, je ne le portais pas forcément dans mon cœur. Les années successives se sont très bien passées. Et c'est vrai qu'en 6e année, en fait, il passe 6 mois avec moi, en pédo, en odontologie pédiatrique, qu'avec moi, puisque je suis toute seule en général le jeudi. Et ils doivent me supporter, et je les supporte également. Ce que je peux dire de Jérôme au niveau du travail qu'il a fait en clinique avec moi, c'est un petit peu ce que Marie-Hélène a pu dire. Quand j'avais un problème, j'allais chercher Jérôme. Quand j'avais un enfant qui n'allait pas bien ou qui criait, j'allais chercher Jérôme. Quand j'avais des soucis ou que je ne savais pas qui mettre comme étudiant, je l'appelais, il était toujours là, ou un peu en retard. Donc je l'appelais sur son portable, où tu es? Mais il a toujours été disponible, toujours très gentil. La thèse, je l'ai dit tout à l'heure, j'en parlais avec je ne sais plus qui, mais je crois que c'était avec au cabinet, j'en parlais au cabinet, on m'a demandé comment ça s'est passé, comment c'était. J'ai dit que j'avais pratiquement rien fait, parcourir des fautes d'orthographe, réanimer des mots, mettre des graphiques à droite et à gauche. Ça a été très facile pour moi à corriger. Je disais toujours en rentrant du cabinet à 21h, c'est pas facile de se mettre dans la thèse d'un étudiant, mais c'était très facile. Très facile à lire. Il était réceptif dès que je râlais, que je faisais des commentaires. Il a écouté ce que j'avais à lui dire. Bon, de temps en temps, il me disait peut-être pas comme ça, mais il a fait. On a eu la petite discussion dernièrement sur l'orthographe de Simone Veil. Il m'a démontré que je me trompais. J'ai accepté le fait de m'être trompée. Et vraiment, j'ai pris plaisir à travailler avec toi, que ce soit au niveau de la thèse ou en clinique. La preuve, c'est que je lui ai recommandé pour un remplacement cet été, qui s'est très bien passé, et ma consoeur était ravie. Donc voilà, je ne dirai pas de mal de toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que ta collaboration se passera très bien. Et puis j'espère avoir de tes nouvelles. Donc je vais essayer de dire 2-3 choses qui n'ont pas été dites. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, par rapport à la démographie professionnelle, il y a un petit peu, je dirais, 2 écoles, même si on ne peut pas appeler ça des écoles. Il y a ceux qui disent que la démographie baisse, c'est un problème par rapport aux besoins en soins, et ça c'est discutable. Tout à l'heure tu parlais des patients âgés, de plus en plus une mauvaise état de santé bucco-dentaire, mais si on regarde le CAOD, le premier CAOD évolué, qui était mauvais, il était en 87. Les gens qui ont été évalués à 12 ans en 87 ont aujourd'hui, j'ai calculé, 36 ans. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont âgées n'ont pas du tout le même état de santé bucco-dentaire que dans 10, 20, 30, 40 ans. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'a pas besoin de... Enfin, c'est normal d'avoir diminué le nombre de chirurgiens dentistes, et qu'en fait, ce qui serait pour l'augmentation, enfin la réaugmentation du nombre de chirurgiens dentistes, c'est beaucoup, je dirais, appuyé par l'ordre. La moyenne d'âge à l'ordre national est, je dirais, autour de 65-70 ans, pour pas dire 80 ans, et donc en fait, c'est beaucoup des gens qui sont très inquiétés par leur retraite, par les gens qui vont payer leur retraite, que par réellement des besoins en soins. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre un petit peu des deux. Il y a quand même, on peut pas nier une amélioration de l'état de santé bucco-dentaire qui va aller avec la population, enfin avec les jeunes, parce qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui arrivent vont avoir un bon état de santé bucco-dentaire. C'est vrai qu'il y a
proportion, à peu près 20% de la population qui est très défavorisée en soins. Mais malheureusement, on se rend compte que ces gens-là, chaque fois qu'on leur met des choses à leur disposition, ils ne vont pas se faire soigner. On a beau faire des pieds et des mains, il y a des gens qui sont vraiment rébarbatifs aux soins dentaires. Donc je ne sais pas quelle est la solution, hein, je ne suis pas en train de donner une solution. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discussions pour ce problème de démographie. Quoi qu'il en soit, en plus, on a voulu réaugmenter la démographie professionnelle pour arriver à corriger le manque de chirurgiens dentistes dans le nord de la France. Et en fait, concrètement, on se rend compte que chaque étudiant a tendance à rester dans sa région de formation. En fait, on l'a vu dans la réponse des étudiants, hein, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde a tendance à rester dans le coin. Alors, par rapport à ça, je rappellerai une expérience que j'ai connue quand moi-même je suis sortie de la fac. En fait, j'avais rencontré un couple de chirurgiens dentistes qui étaient installés dans le Nord et ils avaient eu une approche et une philosophie de leur profession qui était très intéressante. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de revenus, on va dire, hein, pour parler simplement. Et en fait, ces gens-là m'avaient expliqué qu'en fait, eux, leur choix de vie, c'était de travailler 3-4 jours, mais vraiment énormément dans la semaine, et en fait, finalement, de profiter de la moitié de leur semaine par des loisirs. Et en fait, on se rend compte que quand on est installé dans le Sud, bon, ben, la plupart des gens après sont appelés par leur profession, et finalement, on profite presque moins que quelqu'un qui va avoir une hygiène de vie complètement différente, en se disant, moi, je travaille 3-4 jours à fond, et le reste du temps, je profite de la vie. Donc ça, c'est le fait de travailler sur la Côte d'Azur n'emmène pas obligatoirement une qualité de vie optimale, c'est ce que je voulais dire. Après, pour le problème du salarié, alors ça c'est étonnant, parce que quand on regarde les chiffres des médecins, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, dans les jeunes praticiens, il y a à peu près 65 à 80% en fonction des endroits, des nouveaux diplômés en médecine qui sont salariés. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout cette tendance pour les chirurgiens dentistes, mais je pense que malheureusement, avec les difficultés économiques qui vont un peu le jour, parce qu'en tout cas on n'arrête pas de vous en parler, je pense qu'à ce moment-là, généralement, les gens se retournent vers l'activité salariale. Et une chose est certaine, c'est que c'est vrai que ça attire beaucoup plus les femmes que les hommes, je pense, pour des problèmes familiaux évidents, enfin, parce que je pense que c'est plus facile d'arriver à consacrer quelques mois ou quelques années à son enfant quand on est salarié que quand on n'est pas salarié. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au travail de groupe. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de travail de groupe, mais ça, c'est aussi une réflexion qu'on m'a souvent fait. On m'a toujours dit qu'en fait, c'était plus difficile de trouver un bon associé qu'un bon conjoint. Et quand on voit la proportion de divorces, ben, je pense que c'est vrai que le travail de groupe, dans l'absolu, c'est bien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de frais, mais c'est pas aussi facile qu'on veut bien le dire. Donc en fait, je pense que chaque chose est un peu particulière, ça dépend un peu du mode de vie qu'on va avoir. Mais je pense que tout est possible et c'est vraiment dommage en fait que les gens n'aillent pas plus dans l'or parce que c'est là où en fait concrètement, bah, tu l'as montré, hein, c'est là où les gens avaient le plus de revenus. Donc il y a quand même beaucoup de jeunes étudiants qui font leurs études un petit peu attirés par les revenus, hein. C'est ce qui est humain, hein, c'est normal, on ne travaille pas pour rien. Mais donc en fait, vraiment, c'est pas parce qu'on est dans le Nord qu'on aura une mauvaise qualité de vie, je dirais même bien au contraire, parce qu'en fait on arrive plus à avoir du temps. Et c'est vrai qu'en plus quand on est jeune, il y a beaucoup de facilité. J'aurais une question, ça m'étonne que personne ne te l'ait posée. Où est-ce que tu vas t'installer? Honnêtement, m'installer, je pense qu'après ça dépend de chacun fait son expérience. Là, je vais sûrement faire une collaboration sur Nice, donc je vais voir exactement ce que ça donne. Maintenant, si c'était pour m'installer, on en parle beaucoup avec un ami, on ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est dans le Var, dans l'arrière-pays. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas rester vraiment où il y a beaucoup de dentistes parce que ça ne sert à rien et parce qu'on va prendre du temps à faire notre place, c'est pas sûr qu'on arrive. Donc moi c'est sûr que je vais rester dans la région, je vais rester pas loin, je ne partirai pas dans le Nord, mais ce ne sera pas sur Nice. Donc beaucoup de félicitations pour ton travail, c'était pas évident d'avoir un discours aussi long sur des chiffres parce que c'est vrai que les chiffres c'est jamais facile à faire passer, mais je pense que c'était intéressant, ça a sûrement ouvert les yeux à certaines personnes. Je pense que notre profession est en train d'évoluer. Ce que je voulais dire aussi, je vois que Jenny, c'est qu'en fait, en plus, les soins ont beaucoup évolué. Donc, je pense qu'une dent qu'on soignait dans les années, on va dire 80, pour la faire simple, se détériorait beaucoup plus vite qu'une dent qu'on commence à soigner maintenant grâce aux nouvelles pratiques. Donc, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir par rapport à l'endroit où tu vas t'installer. Ce que je dirais, c'est que la vie elle est très longue, donc en fait, plus tu peux différer ton installation, ou en fait, c'est, je pense, intéressant d'aller dans des tas d'endroits différents. Je pense qu'avec les opportunités qu'il y a à l'heure actuelle, c'est vraiment intéressant d'aller à l'étranger. Si tu veux soigner des gens qui ont beaucoup de besoins, il faut plutôt aller dans l'Est de l'Europe. Sinon, je pense que le Québec, moi qui aime la nature, je pense que c'est quelque chose de très attrayant, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut prendre un petit tableau, mettre les plus par rapport à une vie, des moins, et puis en fait c'est comme ça qu'il faut se décider. De toute façon c'est toujours comme ça qu'on décide dans la vie pour tout.
Donc, en tout cas, tous mes vœux de réussite. Tu as été en clinique quelqu'un d'assez discret, mais de toujours disponible. En fait, chaque fois qu'on faisait appel à toi, tu étais toujours là, mais en fait, j'avais toujours du mal à devoir arriver et partir. Je ne sais pas si tu partais pas encore, mais en tout cas, chaque fois qu'on faisait appel à toi, tu étais toujours très disponible et très gentil avec les enfants. Donc, je t'en remercie et je te souhaite tous mes vœux de bonheur professionnel, parce que je pense que c'est très important d'être heureux dans sa profession et de se passionner pour ce qu'on fait, sinon le temps paraît très long, et aussi dans ta vie personnelle. Donc maintenant, on va se retirer pour délibérer. Alors, après délibération, bien évidemment, tu as le titre de docteur en chirurgie dentaire, on dirait le contraire, tu serais surpris qu'il y avait tout le monde qui est dans cette salle, ça serait quand même malvenu. Donc, en dehors de ça, ta thèse a été récompensée par la mention très honorable, et en particulier pour le petit travail que tu as voulu faire. Tu as donc la mention très honorable avec les félicitations du jury. Tu vas prêter le serment d'Hippocrate, donc tu vas lever la main droite. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine dentaire. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraires. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon État ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Respectueux et reconnaissant envers les maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.